De votre magazine de prédilection, Kiosque, ces magazines qui analysent l'actualité politique burundaise en République démocratique du Congo. 3 sujets vont donc être analysés et débattus au cours de cette émission Kiosque. D'abord, le congrès de l'Union sacrée tenu récemment dans la ville-province de Kinshasa, mais également le verdict dans l'affaire Constant Mutamba, avec en toile de fond cette répression policière chez lui à la maison, mais également l'affaire Mobundo et la rentrée scolaire qui a eu lieu hier dans la ville-province de Kinshasa. Faudra-t-il admettre qu'il y a eu une rentrée timide où les parents ou les élèves ont répondu à l'appel du ministre de l'Éducation nationale convoquant la rentrée scolaire édition 2025-2026 le lundi 1er septembre 2025. Comme vous le savez, le Centre culturel et artistique africain de Kinshasa a accueilli le samedi 30 août le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée pour la nation présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre politique majeure a marqué une étape décisive dans la vie de la plateforme présidentielle entre adoption des textes fondateurs, clarification des règles internes et réaffirmation de la souveraineté nationale. L'Union sacrée pour la nation s'est dotée des outils nécessaires pour consolider son unité et projeter son avenir. Voilà la première question qui doit être analysée et débattue avec notre invité. Il s'agit donc de l'honorable Francis Chibalabala Mukunaï, député national, ancien député provincial, mais également ancien président de l'organe, vice-président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, et puis aujourd'hui député national élu pour la circonscription de la Tchango pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions liées, bien évidemment, à l'actualité politique burundaise en République démocratique du Congo. Honorable Francis Chibalabala Mukunaï, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci, monsieur le journaliste. Très bien. L'actualité politique, comme vous le savez, reste dominée par ce que je viens d'évoquer, bien évidemment, les congrès de l'Union sacrée, le prononcé dans le verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Mais hier, Kinshasa a vécu une ville de haute tension. La rentrée scolaire qui a été prévue hier, lundi 1er septembre 2025, mais également l'inhumation du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. À cela s'ajoute le verdict de l'ancien président, de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Tous ces événements, faudra-t-il admettre que ça a failli risquer mettre la ville sous haute tension? Je ne pense pas, dans la mesure où il est certes vrai qu'il y a eu des événements. Oui. Il y a eu également des épiphénomènes, tout simplement. Et je pense que l'événement le plus important ici, c'est d'abord les derniers hommages qui avaient été rendus à l'ancien général, oui, au général de fin Peter Chirimwami, qui a payé de sa vie justement pour protéger son pays, pour veiller à la sécurité de son peuple, dans la partie où il avait les commandes, bien entendu, où il avait la commande.
dont la partie dirigeait tout simplement, excusez-moi. Et je pense que ces hommages mérités ont quand même interpellé beaucoup de Congolais, dans la mesure où il est agréable de tomber sous les drapeaux plutôt que de passer à l'ennemi et de trahir sa nation. Je pense que cet acte héroïque qu'avait posé justement ces généraux de faim doit naturellement nous inspirer, nous qui sommes en vie, pour que nous puissions non seulement faire, comme on dit, les pieds et les mains pour préserver justement l'intégrité territoriale de notre pays, sa souveraineté, etc., mais aussi et surtout jouer notre partition pour que, par rapport à la situation qui sévit dans la partie orientale, oui, que la paix puisse revenir de manière définitive, une paix durable. Et un deuxième événement, c'est la rentrée scolaire. Oui. Je pense que nos enfants ont repris les chemins de l'école et j'estime que cette année sera meilleure que les années précédentes en termes du traitement à visage humain des enseignants, parce que avec les budgets, les projets de budget qui sera soumis à l'Assemblée nationale, j'estime qu'il y aura amélioration des salaires des fonctionnaires, leurs conditions de travail. Oui. Il y a aussi, au-delà de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, je pense que les élèves vont étudier dans des conditions optimales. Il vous souviendra que nous avons eu à plaider pour la réhabilitation de beaucoup d'écoles à Tchangou, à Kinshasa, comme en RDC. Il y a des écoles qui ne sont pas viables. Il y a des écoles où les enfants se mettent à même les sols, où il n'y a pas de toiture, où les conditions ne sont pas réunies. Je pense que le gouvernement en a fait son cheval de bataille par rapport au budget, au projet de budget qui sera soumis à l'Assemblée. On doit intégrer justement toutes ces questions pour que nos enfants puissent, tant soit peu, étudier dans des bonnes conditions. S'agissant de l'affaire Moutamba, je pense que c'est un épiphénomène, dans la mesure où il est certes vrai qu'il est aux prises avec la justice. Il attend le verdict qui va intervenir sans nul doute aujourd'hui, mais il est soutenu par ses sympathisants, ce qui est tout naturel. Mais avec ce que nous avons constaté, je crois, la nuit de lundi à mardi, laisse quand même à désirer, dans la mesure où il ne faudrait pas que nous puissions transformer notre pays à un Far West ou à un western sans foi ni loi. Nous ne devons pas ici considérer que notre justice n'est pas juste, vous comprenez. Il est certes vrai que le président de la République a eu à critiquer ou à poser un diagnostic s'agissant de notre justice, de l'état de notre justice, qu'elle est malade, mais il n'en demeure pas moins qu'au sein de cette justice, nous avons aussi de juges, de magistrats qui sont honnêtes, qui sont justes. Il n'y a pas que de magistrats véreux. Donc, les procès Moutamba, c'est un procès comme tout autre procès, oui, comme tous les autres procès. Ne donnons pas l'impression, comme si il s'agit d'une parodie de procès, comme si c'est un procès kafkaïen. Il est question de règlement des comptes, etc. La justice n'est pas là seulement pour condamner. La justice acquitte aussi. La justice a instruit le dossier. Les juges, au vu de leur intime conviction, s'ils estiment que la prévention ou les préventions qui pèsent sur M. Moutamba, l'ancien ministre Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, ne sont pas établies, il sera naturellement acquitté. Mais si les faits sont établis, il ne va pas échapper naturellement à la condamnation.
Mais c'est ça les règles du jeu, vous comprenez? Donc on ne peut pas seulement, on va pas seulement les condamner, on peut aussi l'acquitter, mais dans l'entretemps, nous aurions jeté un discrédit sur notre justice avec ce qui est en train de se faire. Nous ne devons pas crier à l'acharnement. Il y a eu réellement de faits pour lesquels il est mis en examen, mais il reviendra justement au juge d'en établir, d'en établir la culpabilité par rapport à son auteur, naturellement. Donc il ne faudrait pas ici considérer que notre justice est à proprement parler pourrie et que rien des bons ne peut sortir. Je vous informe que il y a eu des compatriotes qui ont bénéficié des jugements, qui s'en sont réjouis naturellement. Il y en a aussi qui pleurent. Donc c'est les constats que l'on fait pratiquement dans tous les pays du monde. Même aux États-Unis, on a vu Trump crier sur... tirer à boulet rouge sur la justice américaine. On a vu l'autre là, Marine Le Pen, aussi condamner la justice française. On a vu Sarkozy. Donc ce sont des choses qui arrivent. Mais ne considérons pas que tous les juges sont les mêmes, que tous les magistrats sont véreux. Mais entre la rentrée scolaire qui était prévue hier, mais également le verdict judiciaire explosif, les funérailles plutôt officielles de Peter Sirimwani, ancien gouverneur militaire, et paralysie routière dans la ville-province de Kinshasa, faudra-t-il admettre que Kinshasa va vivre depuis ces derniers temps comme étant une ville hors norme? Il est appelé quand même aux autorités, à la vigilance, mais également à la discipline. Mais beaucoup redoutent aujourd'hui un scénario de désordre généralisé. Pour accentuer la crispation aussi, la Régie des eaux a tout récemment annoncé la coupure de l'eau dans plus de 14 communes de la ville-province de Kinshasa. Vous ne voyez pas que c'est par là un désagrément supplémentaire pour des ménages déjà éprouvés dans la ville-province de Kinshasa? Votre analyse? Non, mais je crois que du moment que nous vivons, il y aura toujours des événements, il y aura toujours des problèmes. Nous sommes une agglomération de plus de 15 millions d'habitants. Il y a des problèmes, il y en aura toujours, vous comprenez? Donc, je considère que c'est dans l'ordre des choses parce que nous sommes une ville vivante, vous comprenez? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport aux embouteillages, par exemple. Vous comprenez? Parce qu'il faudrait que nous puissions rappeler nos téléspectateurs, que cette ville de Kinshasa a été, à l'époque, quand vous lisez les plans d'aménagement de la ville ou les plans d'urbanisation de la ville, cette ville a été construite pour 500 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 15 millions d'habitants. Donc, il y a des choses qu'il faut repenser naturellement. Il y a des routes qu'il faut construire, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Donc, on doit tenir compte justement de la démographie qui est exponentielle. Oui. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui arrivent. Mais la problématique de la desserte en électricité, mais également la desserte en eau potable en République démocratique du Congo, surtout dans la ville-province de Kinshasa, vous, en tant que député national, comment interprétez-vous ça? Voilà, je vous ai dit ici que nous avons un grand travail à abattre s'agissant de la desserte en eau comme en électricité. Il y a avec l'étalement de la ville, il y a des endroits qui sont occupés aujourd'hui qui n'étaient pas occupés à l'époque. Vous comprenez? Et ces endroits-là, il y a une démographie terrible, il y a une population
qui est vraiment galopante, ce qui veut dire il faut du courant, il faut de l'eau, et vous conviendrez que dans ces nouveaux quartiers, ou dans ces nouveaux quartiers bien sûr, avec, comme je l'ai dit précédemment, l'étalement de la ville, il y a quand même du courant, il y a quand même de l'eau. C'est vrai que la desserte en eau et en électricité n'est pas totale dans toute la ville, comme à l'arrière-pays, mais c'est un processus, naturellement, qui est en train de suivre son cours normal. Il y a aussi des sérieux problèmes d'argent, des trésoreries qui sont évoqués de temps en temps par la SNEL et la Régie des eaux. Il y a également l'État qui est insolvable, qui ne paye pas ses factures. Ça met quand même ces sociétés en difficulté, vous comprenez? Oui. Et il y a également des compatriotes qui ne s'acquittent pas de leurs factures, que ce soit de la Régie des eaux comme de la SNEL. Donc il faudrait faire une étude exhaustive, poser les diagnostics et en même temps proposer une thérapie pour permettre justement qu'il y ait une desserte totale en eau et en électricité. Donc pour moi, je relève que c'est un processus. Il y a des usines de la Régie des eaux qui ont été construites par le chef de l'État, l'usine, je crois, d'Engaliema et de Njili Brasserie. C'est tout simplement pour améliorer la desserte en eau. Il y a également des transformateurs qui sont placés ça et là pour desservir justement la population en électricité. Donc c'est un processus et ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons atteindre la félicité. Les pays, donc la RDC, ressemblaient pratiquement à l'armoire sans cintre, sans tiroir, etc. Donc c'est pas du jour au lendemain que la situation va changer radicalement. Très bien. Parlons cette fois-ci du congrès de l'Union sacrée pour la nation tenue les samedis derniers au centre culturel de la ville province de Kinshasa, un congrès de refondation sous les signes de l'unité et de la souveraineté nationale. Francis Tchibalabala Moukouna, vous êtes député national, vous avez pris part à ces congrès. Pouvez-vous nous donner en quelques lignes la quintessence de ces congrès? Voilà. Vous savez, dans le perfectionnisme du président de la République, ayant pris la mesure de la situation et des enjeux futurs, parce que l'Union sacrée n'est pas une plateforme qui a été mise sur pied pour tout simplement les 2 mandats constitutionnels du président de la République. L'Union sacrée a pour vocation de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. D'où il faut naturellement qu'il y ait ces remue-ménages, ces chambardements qu'il y a eu au niveau de l'architecture d'abord de l'Union sacrée, du Présidium, mais également de la charte de l'Union sacrée. Donc le président de la République a voulu que nous puissions mettre de l'ordre dans cette méga plateforme pour nous permettre d'affûter nos âmes et d'être naturellement en ordre de marche pour les futurs enjeux. Donc, si et seulement si la population va s'en tenir à la Constitution quant aux 2 mandats constitutionnels du président de la République, en 2028, nous devons présenter un dauphin. Et ces dauphins doivent gagner les élections. Pour que ces dauphins gagnent les élections, il faut que nous ayons une famille compacte, une famille organisée. D'où justement les assises qui se sont tenues le samedi passé. Et je pense que ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons gagner le pari, non seulement de conserver le pouvoir, mais aussi de les conserver le plus longtemps possible. Désormais, l'appartenance au Présidium est réservé aujourd'hui, à travers cette rencontre, au regroupement politique disposant d'une représentativité parlementaire conséquente. Faudra-t-il admettre qu'avec cette mesure, non seulement ça vise à renforcer la crédibilité et la cohésion au sein de l'Union sacrée pour la nation, vous ne voyez pas que cela évite également une inflexion d'acteurs
sans ancrage électoral. Sans ancrage électoral, qu'est-ce que ça veut dire là? Non, en fait, l'Union sacrée aujourd'hui a jugé bon d'avoir dans son présidium des représentants, en fait, qui du reste doivent représenter, mais il faut qu'il y ait une certaine représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous ne voyez pas que cela ne permet pas aussi aux extra-parlementaires qui n'ont pas d'ancrage électoral d'y adhérer. Vous ne voyez pas que quelque part, il faut du réaménagement. Non, je crois que justement, parce que les formats anciens du présidium de l'Union sacrée étaient uniquement constitués donc je parle de l'architecture ancienne, étaient constitués de figures emblématiques de la politique de notre pays, qui avaient accompagné le chef de l'État. Mais avec la réforme qu'il y a eu, vous en conviendrez qu'il y a même ceux-là qui ne sont pas à l'Assemblée. Il y a des présidents de partis politiques qui sont aujourd'hui membres du présidium, qui n'ont pas d'élus au sein à l'hémicycle. Vous comprenez? Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale. Ils y sont parce que nous estimons que ils ont aussi un ancrage national. Nous avons besoin de ratisser large. Nous avons besoin d'être en ordre de marche. Nous ne voulons pas ici créer des frustrations. Ceux qui n'ont pas gagné les élections parce que les règles ne leur ont pas été favorables, parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de voix, mais avec notre système électoral, ils n'ont pas été proclamés élus. Et ces gens-là, ils peuvent ramener beaucoup de voix, ils peuvent ramener beaucoup de gens qui vont naturellement soutenir la vision du président de la République et aussi faire à ce que nous puissions pérenniser, conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Vous comprenez? Donc il y a eu cette réforme-là, et je pense que c'est du goût ça a rencontré quand même l'assentiment de tous les congressistes, parce que lorsque le président de la République, qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée, avait posé la question aux congressistes si nous étions d'accord avec le détricotage qui a été fait de l'Union sacrée, je pense que à l'unanimité, tout le monde avait accepté le travail des titans qui a été fait par l'exécutif de l'Union sacrée. Et naturellement, en tandem avec les présidiums. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ferme la porte aujourd'hui au dialogue venant de l'extérieur. Dans son allocution au cours de la cérémonie de clôture de ces congrès, le chef de l'État a rappelé sa disponibilité au dialogue comme instrument de cohésion nationale, tout en posant des limites fermes. Pas de dialogue à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a en Roche quelque chose qui ne va pas, d'autant plus qu'il y a des appels au dialogue de part et d'autre, selon la conférence épiscopale nationale du Congo et l'ICC, mais également la conférence, les dialogues convoqués par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Mais quelque part, le président de la République n'a pas voulu ces dialogues tels que souhaités de part et d'autre. Comment on va-t-il, ou le pays va-t-il se mettre ensemble pour résoudre cette situation de l'insécurité dans la partie est du pays? Pensez-vous, pour régler les problèmes de l'insécurité, il faut que les gens se mettent autour d'une table? Vous savez, nous sommes dans un cas typique d'agression. Notre pays est agressé. Moi, je n'ai pas vu Zelensky organiser un dialogue à l'interne en Ukraine. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus Poutine réunir la classe politique lorsqu'il était question d'attaquer l'Ukraine, parce qu'il estimait que les intérêts vitaux russes étaient en danger. Je n'ai pas vu Netanyahou réunir la classe politique pour un dialogue parce que les intérêts israéliens, les intérêts vitaux israéliens étaient en danger, d'où il fallait attaquer le Liban, attaquer l'Iran, etc. Vous comprenez? Vous savez, lorsque nous avons un patriotisme vrai, pas de papier,
On n'a pas besoin que l'on nous interpelle pour que nous puissions soutenir les gouvernements par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Vous comprenez? Oui. Parce que ceux qui sont en train de tomber, ce sont nos compatriotes. Donc, on n'a pas besoin qu'il y ait un aiguillon, tout simplement, pour que vous puissiez mettre en exergue votre patriotisme. Ça doit être automatique. On n'a pas besoin non plus de dialogue. Donc, ici, en l'interne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de conflit à l'interne. S'agissant de l'interne, parce que là, nous sommes en train, naturellement, de travestir la stricte vérité des choses. Je vous ai dit ici, nous sommes dans un cas typique d'agression, d'où toutes les filles et tous les fils de l'RDC doivent s'aligner derrière le narratif officiel, derrière la position du gouvernement, la position du président de la République. S'agissant du conflit interne dont on veut, on veut nous faire voir, naturellement, je vous informe qu'il n'y a pas de problème à l'interne. Généralement, il y a conflit à l'interne lorsque les élections avaient été chaotiques. Lorsqu'il y a eu, justement, un hold-up électoral. Lorsqu'il y a eu tripatouillage des élections. Mais dans les cas d'espèce, s'agissant des élections passées, je pense que c'était un triomphe. Le chef de l'État a fait presque 74%. Il n'y a pas eu un seul candidat qui était en lice à ces élections-là, ou à cette élection-là, critiquer justement, ou s'opposer à la proclamation par la CENI du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme étant le président élu. Vous comprenez? Donc, à l'interne, il n'y a pas de conflit. Il ne faudrait pas ici donner des béquilles à Kagame, parce que c'est justement la rhétorique rwandaise, qui consiste à dire que le problème du Congo, c'est un problème congolo-congolais, alors que nous sommes dans un cas typique d'agression. Nous sommes agressés. Tous connaissons les velléités expansionnistes de Paul Kagame et des prédations sur nos minerais, sur nos métaux rares. Vous comprenez? Donc, à l'interne, le président a toujours été ouvert au dialogue, a toujours eu une main tendue vers l'opposition, depuis son premier mandat. C'est l'opposition, par contre, qui a toujours rejeté la main tendue du chef de l'État. Le président a toujours été ouvert, il a toujours reçu les confessions religieuses, il a toujours reçu les acteurs politiques, il a toujours reçu la société civile pour débattre sur des questions vitales de notre pays. Vous comprenez? Donc ici, on ne doit pas donner l'impression comme si le président n'a pas besoin de dialogue. Non, mais seulement il ne veut pas que l'initiative vienne de l'étranger. Il ne veut pas non plus qu'il y ait un Congolais qui puisse lui imposer un diktat. Non, c'est lui le président. Il a reçu le suffrage de la population. C'est lui qui doit parler au nom et pour les comptes de la population. C'est lui qui doit prendre des initiatives s'agissant du dialogue entre compatriotes. Mais il y a une certaine opinion qui estime que l'union sacrée pour la nation doit disparaître pour laisser la place au camp de la nation Ghana, comme on le dit souvent. Mais vous ne voyez pas que par là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit rassembler plutôt au-delà de ce qui apparaît comme son camp politique, uniquement qui est l'union sacrée pour la nation. Fait allusion également à d'autres formations politiques pour se mettre autour d'une même table et dialoguer. Vous savez, le président de la République, je vous ai dit ici, il a toujours été ouvert au dialogue. Les dialogues que l'opposition est en train de réclamer à corps et à cri va sans nul doute déboucher au partage de pouvoir. C'est ce que nous sommes en train d'éviter, au partage de gâteaux. Où est la part de la population dans tout ce que nous sommes en train de faire? Vous savez, lorsque nous avons opté pour étant donné que nous avons opté pour la démocratie, nous devons avoir le réflexe des démocrates. Oui. Nous devons nous comporter conséquemment. Vous comprenez? En démocratie, les dirigeants sont élus. Vous comprenez? Le président de la République a été élu, les députés sont élus,
par les peuples, le président est élu par sa population. Et lorsqu'il est élu sur le plan calendaire, constitutionnellement, le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui. Étant donné que le président Tshisekedi avait gagné les élections, je pense que l'opposition devait prendre son mal en patience, plutôt que s'agiter, parce que elle est financièrement exsangue, elle a besoin de sous pour préparer les futures élections. Elle veut à tout prix qu'il y ait dialogue pour occuper des postes. Mais en occupant ces postes, l'intention, je pense qu'elle est mauvaise parce qu'ils viendront pour s'en mettre plein le poche aux dépens de la population. Le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Attendons, il est à son 2e et dernier mandat. Que l'opposition prenne son mal en patience, que l'opposition profite justement de ces moments pour affûter ses armes, pour peaufiner une offre programmatique qu'elle devra présenter à la population en 2028. Vous comprenez? Ici, je prends l'exemple des États-Unis parce que ça nous inspire quand même, ce sont de vieilles démocraties. Aux États-Unis, Trump est en porte-à-faux avec les démocrates. Trump tire à boulet rouge dans toutes ses sorties médiatiques sur Biden. Ils s'entendent pas quasiment. Avec tous les... Pratiquement, il y a Biden, il y a Obama, etc. C'est pas pour autant... Il faudrait que les démocrates existent, qu'il y ait dialogue. Dialogue pour régler quel problème de fond? Si ce n'est que le partage de pouvoir. Est-ce que pour reprendre le narratif, le narratif officiel, pour soutenir nos FARDC et les Ouazalendo, pour soutenir le président de la République par rapport à cette agression injuste dont nous sommes victimes, il faut qu'il y ait dialogue à l'interne. Je pense que c'est paradoxal. Vous comprenez? Donc il faut que nous puissions arrêter avec cette manie, avec cette pratique qui consiste à organiser chaque fois des dialogues, après des élections, etc. Nous sommes en train de fragiliser nos institutions. Oui. Il ne faudrait pas ici que nous ayons des hommes forts. Nous continuons à avoir des hommes forts. Parce que M. Katumbi est frustré, parce qu'il est sur la touche, parce que M. Fayoulou n'est pas aux affaires, il faut trouver des accommodements pour qu'ils soient au gouvernement, au fin de calmer leurs ardeurs. Non, ça n'a pas de sens. On doit changer le paradigme. Oui. On doit changer notre manière de voir les choses, notre manière de réfléchir. Sinon, chaque fois qu'il y aura élection, les mécontents iront prendre des armes. Alors que la Constitution interdit à tout compatriote de prendre les armes pour renverser l'ordre constitutionnel établi. Alors que la loi sur le parti politique et la loi sur l'opposition interdisent aussi cela, ces comportements. Donc, nous sommes en train nous-mêmes de creuser notre propre fosse dans la mesure où nous allons nous retrouver encore demain dans cet engrenage-là. Quelqu'un est élu, nous qui avons perdu les élections, qui auront perdu les élections, nous allons faire de la pression pour qu'il y ait dialogue, pour qu'on se retrouve. Où est l'intérêt de la population dans toutes ces démarches? Vous comprenez? Et je pense que ce n'est pas normal. Notre credo doit être celui de voir les institutions s'enraciner, les institutions devenir fortes plus que les hommes. Donc, 2, 3 individus ne représentent pas la population. Je voudrais ici dire à notre peuple que le fait pour ces compatriotes-là d'exiger les dialogues, c'est un bras d'honneur qu'ils font naturellement à la population. Parce que la population, en élisant le chef de l'État, il lui avait justement donné une mission qui est celle de régler fondamentalement le problème qui la préoccupe. Vous comprenez? Et non aller dans un dialogue qui va naturellement donner la part belle, si vous voulez, la part du lion
à 3, 4, 5 personnes aux dépens de la population, et nous devons mettre fin à ces pratiques, étant donné que nous sommes en démocratie. Le camp qui a gagné doit gouverner jusqu'à ce qu'il soit battu par les futures élections, et l'autre camp qui va venir aux affaires aussi doit gérer pendant autant. Et je pense que si nous arrivons à formater notre logiciel de cette manière-là, nous n'allons plus connaître des rébellions dans ces pays, nous n'allons plus connaître des compatriotes qui vont commencer à mettre des pots de banane sur les chemins de ceux qui ont gagné les élections pour qu'ils échouent. Nous aurons des compatriotes qui vont faire une opposition républicaine, je parle de ceux qui vont perdre des élections, une opposition républicaine. Ils vont naturellement commencer à relever de faiblesses du gouvernement ou de la gouvernance en place, pour naturellement peaufiner une offre programmatique qu'ils vont devoir présenter à la population. Le but d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et les conserver le plus vite possible. Vous avez dit que ces assises de l'Union sacrée s'inscrivent dans le cadre d'affûter les armes pour les échéances à venir. Mais Francis Tchibalabala, est-ce que l'Union sacrée pour la nation est-elle prête de quitter les pouvoirs en 2028, une fois qu'il y aura... Non, mais écoutez, je pense que nous sommes démocrates. Je vous rappelle que, moi, l'Union sacrée de la nation, nous voyons d'abord le président de la République. Quitter le pouvoir, c'est le président de la République qui a été élu par son peuple. Vous savez, la population a le loisir. Notre constitution est l'émanation du peuple. La Constitution a été votée par référendum par notre peuple. Les oui avaient l'emporté. Oui. Et ces mêmes peuples-là a la possibilité de détricoter cette Constitution. Ces mêmes peuples-là peuvent décider que le président de la République puisse se rempiler à nouveau, peut décider que le président puisse prolonger son bail au palais de la nation. Ces mêmes peuples-là. Parce que la souveraineté appartient au peuple. S'agissant de la Constitution, en principe, le président est à son deuxième et dernier mandat. Je vous ai dit ici, à moins que le peuple décide autrement. Et le président, c'est un démocrate. Il n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Il l'a dit plus d'une fois. Que il y a une certaine lassitude à demeurer le plus longtemps possible au pouvoir. Parce que, en tant que président de la République, vous êtes appelé à gérer des problèmes quotidiennement. La RDC, comme je vous ai dit, est dans un gouffre, était dans un gouffre. Et le président est en train de faire le pied et le main pour, naturellement, sortir notre pays de ces gouffres-là. Et nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Mais faire cela, naturellement, ça implique beaucoup d'énergie. Vous comprenez? Ça implique beaucoup de sacrifices. Et c'est épuisant d'exercer le pouvoir pendant plus de 10 ans. C'est épuisant, le président l'a dit. Donc, nous sommes démocrates, nous l'avons été, nous continuerons à l'être. Mais vous êtes démocrate. Et si jamais en 2028 il y a élection, et que nous arrivons à perdre ces élections, nous allons sportivement accepter les résultats sortis des urnes. Mais nous ne voulons pas non plus que l'opposition, qui est dans une distraction interminable, au lieu de s'organiser, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin du deuxième mandat du président de la République, au lieu de s'organiser, au lieu d'affûter ses armes pour les prochaines élections, l'opposition est dans une distraction totale. L'opposition est en train de réclamer à corps et à cri qu'il y ait dialogue pour qu'elle se retrouve justement à la gouvernance, dans la gouvernance, pour qu'elle occupe des postes. Je parle d'opposition. Et c'est une distraction totale. Qu'elle ne vienne pas demain, lorsqu'on aura organisé les élections, crier à la fraude, crier à la tricherie. Vous comprenez? Elle doit être conséquente par rapport aux résultats qui sortiront des urnes. Mais Francis Tchibalabala Moukounai, vous êtes démocrate, vous l'avez dit essentiellement, mais durant votre régime, on assiste à une floraison des exilés politiques. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Kabange, Corneille Nangaa,
Jean-Jacques Mamba et ainsi de suite. Même pour l'ancien président de la République, il y a eu un procès contre lui. Vous ne voyez pas que le tout s'inscrit dans le cadre de chercher à dissimuler vos échecs diplomatiques et sécuritaires qui, du reste, ne fait que susciter la terreur et la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Non, il faudrait ici rappeler à nos téléspectateurs que les gens que vous avez cités, ils ont quitté le pays de leur propre chef. Oh, Katumbi. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se retrouvent à l'étranger? Il n'était pas poursuivi ici. Katumbi vaquait librement à ses occupations dans ce pays. Il est parti de son propre chef. Le président Kabila, la même chose. Franck Diongo, qui était d'ailleurs prisonnier politique de Kabila, qui a recouvré la liberté à la faveur de l'avènement du président Tshisekedi à la magistrature suprême, il se retrouve aujourd'hui, entre guillemets, en exil. Était-il poursuivi au pays? Je pense qu'il y a deux raisons qui ont motivé justement la fuite de toutes ces personnalités. La première raison, c'est qu'ils étaient dans un schéma de coup de force pour renverser l'ordre constitutionnel établi. Vous comprenez? Et ces machinations-là ne devraient être bien fignolées tout en étant à l'étranger. Parce que sur place, il suffit que ça fuitait, naturellement, la justice allait mettre la main sur eux. Pour être à l'abri justement de poursuites, des arrestations, vous comprenez, il fallait qu'ils le fassent à l'étranger. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, étant donné qu'ils savaient pertinemment bien qu'ils étaient déjà passés à l'ennemi, il fallait être à l'étranger pour mettre à exécution justement ces plans funestes contre les pays, les plans de la partition du pays, ces plans de Kagame, de la prédation sur nos richesses. Vous comprenez? Il fallait qu'ils soient à l'étranger. Et c'est ce qui s'est fait naturellement. Donc, ils ne doivent pas ici critiquer les gouvernements, critiquer les présidents de la République comme étant un dictateur, etc. Non, je pense que ce sont des affabulations, ce sont des prétextes tout simplement pour justifier cet exil forcé qui se sont imposés eux-mêmes sans que la justice soit à leur trousse, soit qu'il y ait des représailles, sans qu'ils soient opprimés par les régimes en place. Vous comprenez? Donc, ne mettons pas cela dans les crédits des gens qui sont opprimés, des gens qui sont victimes justement d'une certaine injustice. Non, ce sont des gens qui sont partis à l'étranger pour mieux peaufiner leur plan de renversement du pouvoir parce qu'ils étaient conscients que démocratiquement, ils ne pouvaient plus revenir au pouvoir. Le président Kabila était dans un schéma de revenir au pouvoir alors qu'il sait pertinemment bien que constitutionnellement, il est mort, il ne peut plus redevenir président dans ces pays. La seule possibilité pour lui d'occuper encore ces postes, c'était naturellement de faire un coup de force. Vous comprenez? Donc il faudrait que l'opinion soit édifiée par rapport à nos déclarations, plutôt que de faire les lits de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme étant des ennemis de la RDC. Donc, la position du gouvernement, s'agissant de cette agression, elle est clairement définie. Nous avons mis en place plusieurs stratégies, il y a eu plusieurs stratégies qui avaient été mises en place. Nous avons l'option militaire qui est en train de bien se comporter, de bien évoluer sur le terrain. Il y a la conscription qui est populaire, il y a les recrutements, nous sommes en train de voir, il y a les armes ou l'arsenal militaire qui est doté à notre armée, vous comprenez. Il y a l'amélioration des soldes de nos militaires, de leurs conditions de travail. Il y a les volets diplomatiques
qui est en train de produire ses fruits, naturellement, parce qu'il y a eu plusieurs condamnations. Et là, nous sommes à Doha avec cette nébuleuse qui est naturellement les bras séculiers de Kagame. Nous sommes en pourparlers. Il y a l'accord de paix qui a été signé entre nous et le Rwanda sous la houlette de Trump, donc des Américains. Donc sur le plan diplomatique, il y a beaucoup de victoires qui sont dans notre crédit. Et il y a aussi sur le plan politique, il y a aussi des avancées notables. Donc nous ne sommes pas en train de chercher de prétexte pour justifier une chimérique échec de notre gouvernance. Non, je pense que s'il faut parler de la gouvernance actuelle, vous en conviendrez que les bilans du président de la République, à mi-parcours, il est positif, pratiquement sur tous les plans. Il faut, pour considérer que le bilan est positif, il faut faire justement le parallèle entre la gouvernance passée et la gouvernance actuelle. Vous prenez par exemple sur le volet infrastructure, sur le volet de l'éducation, la sécurité, sur les traitements des fonctionnaires, sur la mécanisation. Vous prenez tout ça de manière holistique, vous en conviendrez qu'il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de réalisations du président de la République comparativement à celle du président Kabila. Certains vont vous dire, mais pourquoi vous faites toujours la comparaison? Justement, nous devons faire la comparaison. Lorsque vous suivez toutes les sorties de Trump, il fait toujours le parallèle entre ses actes comme président en fonction et ceux posés par Biden. Il critique Biden à tout bout de champ, vous comprenez? Parce que nous sommes dans un principe qu'on appelle de la continuité de l'État. Il faut à tout moment regarder dans le rétroviseur, voir ce qui a été fait et ce que nous sommes en train de faire. L'Union pour la démocratie et le progrès social, cette grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo, aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Êtes-vous fier réellement de votre gestion, Francis Tibalabala, sur le plan sécuritaire, sur le plan sociétal, sur le plan économique, voire même sur le plan politique? Êtes-vous vraiment fier et calme aujourd'hui de votre gestion? Je commence sur le plan politique. Oui. Sur le plan politique, je parle en interne. Le président de la République, lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême, il a commencé par décrisper les climats politiques. Tous les prisonniers politiques qui avaient été, par une parodie de procès, qui avaient été arrêtés, jugés, condamnés, écroués, avaient recouvré leur liberté. Tous les prisonniers politiques. Les présidents de la République avaient quasiment avaient pratiquement laissé libre cours à l'opposition d'organiser des meetings, d'organiser des marches. Vous savez que même dans ces marches-là, les présidents étaient... il y avait des noms d'oiseaux qui étaient adressés contre le président de la République. Et depuis que le président est là, il n'y a pas d'arrestation des prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers de droit commun qui commettent des infractions de droit commun. Parce qu'il avait contesté, par exemple, le président de la République par rapport à une décision prise, il s'est retrouvé en tôle. Ça n'existe pas. Ceux qui ont été arrêtés, qui sont de l'opposition, ce sont ceux qui avaient commis des infractions de droit commun. Il y a des opposants aujourd'hui qui passent dans le média, qui tiennent des propos, qui frisent même des insultes à l'endroit du président, mais qui sont en liberté. Vous comprenez? Ces gens se comptent par milliers, ils sont nombreux. Vous comprenez? Donc ils sont pas, il n'y a pas, le gouvernement actuel n'a pas bâillonné l'opposition, n'a pas muselé l'opposition comme c'était le cas à l'époque. Mais du temps de Kabila, on a assisté aux exécutions sommaires. Je peux vous donner un exemple. Un exemple des opposants, un opposant, un homme politique arrêté, Jean-Marc Aboundou à Kaboun. Non, mais écoutez, bien qu'il il avait tenu des propos oui, qui avaient porté atteinte à l'honneur du chef de l'État. Vous ne pouvez pas, au nom de la liberté d'expression, tenir des propos qui touchent, justement, ou qui sapent
la réputation d'une personne, qui sape l'honneur d'une personne. Dans une république, ça n'existe pas. Là où s'arrête votre liberté, commence celle des autres. Vous comprenez? Donc, là, c'est sur le plan politique. Oui. Sur le plan sécuritaire, la situation que nous connaissons actuellement dans la partie orientale est, comme je vous ai dit, un cas à proprement parler d'agression. Nous sommes agressés par le Rwanda. Vous n'allez pas aujourd'hui reprocher à l'État agressé d'avoir été agressé ou d'être agressé. Non. C'est de manière injuste que nous subissons cette situation-là. Malgré cela, les gouvernements, à travers le président de la République, non, le président de la République, à travers le gouvernement, a investi des sommes colossales pour la formation de nos militaires, pour l'équipement de notre armée, au fin, naturellement, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, au fin de sécuriser la population. Mais l'armée reste toujours défaitiste. Non, je parle pas, moi je ne parlerai pas de défaitiste. L'armée est positive par rapport à la situation qu'on nous a injustement imposée. L'armée est en train de se battre sur terrain. Vous comprenez? S'agissant de l'amélioration de soldes de militaires, etc., nous savons ce que les militaires touchaient du temps de Kabila et ce qu'ils touchent actuellement. Nous savons ce que les enseignants touchaient du temps de Kabila et ce qu'ils touchent actuellement. Il y a eu combien de non-payés qui sont payés aujourd'hui? La situation demeure jusqu'aujourd'hui. Non, mais écoutez, je vous ai dit que nous étions dans une situation inextricable. C'est grâce justement à la détermination du président de la République que nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Donc, le président n'a pas un pouvoir mécanique pour changer radicalement la situation du pays. Nous sommes dans ces processus-là. Donc, il ne faudrait pas ici comparer notre gestion à celle du président Kabila. Je pense que même les Congolais qui nous suivent en ce moment ne seront pas d'accord avec vous. Francis Tibalabala Moukunaï, un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment, c'est l'affaire Constant Moutamba. Nous l'avons épinglé tout au début. Mais aujourd'hui, cela a pris une tournure vraiment inquiétante. Hier, dans sa résidence, il y a eu une répression policière très grave. Faudra-t-il admettre que cette affaire risque de créer un précédent fâché pour la démocratie en République démocratique du Congo? Vous savez, moi je vais partir des postulats. Je pense que pour moi, les agents de l'ordre étaient venus instaurer l'autorité de l'État, qui était bafouée dans une certaine mesure par le fanatique, ou si vous voulez, les militants de l'ancien ministre Constant Moutamba. C'est mon point de vue. Hein. Oui. Je vous ai dit d'entrée, dès l'entame de votre émission, que ne jetons pas de discrédit sur notre justice. Ne considérons pas que tous les magistrats sont iniques, sont injustes. Non. La question qu'il faille se poser est celle de savoir, est-ce les faits pour lesquels il est poursuivi sont imaginaires? Je réponds tout de suite non. Ce sont des faits véridiques. On lui reproche d'avoir commis une tentative de détournement de l'argent qui était destiné à la construction de la prison. Oui. Il y a eu un procès équitable, un procès juste, un procès où le droit de la défense a été garanti. Il a présenté sa ligne de défense, ses moyens de défense,
il revient maintenant, parce que les plaidoiries étant clôturées, les juges avaient pris l'affaire en délibéré. Laissons les juges dire le droit en toute indépendance, n'exerçons pas la pression sur les juges. Nous sommes en train nous-mêmes de faire les lits d'une justice à double vitesse. Une justice qui sera prompte à condamner ceux qui ne sont pas soutenus par le peuple ou qui ne sont pas soutenus par des hommes forts et à être laxiste face à ceux qui ont le peuple derrière eux. Ne poussons pas notre justice à être à géométrie variable. Laissons la justice faire son travail. Si l'arrêt qui sera rendu ne sera pas du goût de la partie Moutamba, je pense qu'il y a deux voies, des recours qu'il devra exercer pour que son droit soit mis en exergue. Mais la justice, c'est aussi... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Nous avons l'impression, parce que quand je regarde ce qui s'est passé avec les images, j'ai l'impression comme si nous sommes dans un Capharnaüm. Nous sommes dans une jungle. Non. On n'interdit pas aux militants de venir soutenir leur leader, mais ça doit se faire selon les lois de la RDC. Savez-vous, messieurs les journalistes, que les tapages nocturnes, ça existe, c'est une infraction. Oui. Lorsque les militants arrivent pour soutenir qui est naturellement leur droit le plus légitime, ce qui est naturellement leur droit le plus légitime, mais lorsqu'ils se mettent à chanter toute la nuit, ils doivent savoir qu'ils sont en train aussi de déranger le voisin, la tranquillité des autres. Les gens doivent dormir, ils doivent se reposer. Mais si les voisins sont d'accord avec... Non, je ne pense pas qu'ils étaient d'accord. Je ne pense pas parce qu'un voisin qui travaille tout le jour, il a besoin du repos, il a besoin de dormir, de se reposer. Et avec le boucan qu'il y a pendant le veillé, les gens ont du mal à dormir. C'est le droit de l'autre qui est empiété. Vous avez empiété les droits de l'autre. Vous savez, ce n'est pas compliqué de vivre dans un état de droit. Dans un état de droit, tout le monde doit être soumis à la loi. Lorsque la loi vous interdit de déranger la tranquillité de l'autre, de perturber le sommeil de l'autre, vous devez vous conformer tout simplement. Et si les militaires sont venus pour rétablir justement l'ordre qui serait bafoué par le militant de Moutamba, je pense que c'est dans leur mission en tant que police. Mais s'ils sont venus pour bâillonner justement ces militants, pour qu'ils ne puissent pas exprimer leur désapprobation ou leur réprobation par rapport à une certaine injustice que leur leader serait en train de vivre, naturellement, je pense que là, il faudrait condamner. Parce que dans son démocratie, il faut laisser les gens s'exprimer, les gens parler. Les gens exprimer leur point de vue en toute liberté. Vous comprenez? Donc, laissons la justice faire son travail. Je suis en train de chuter. Oui. Laissons la justice faire son travail en toute indépendance. Et nous verrons si... parce que cette justice est mise à rude épreuve. Il y a d'un côté une certaine opinion qui pense que le fait pour lequel Moutamba est poursuivi est boutiqué de toutes pièces pour nuire à Moutamba. Il y a aussi une certaine opinion qui pense que les faits sont réellement établis et qu'il faut en conséquence qu'il y ait une condamnation pénale par rapport à ces faits-là. Donc la justice est devant la croisée de chemin.
Nous voulons qu'elle prenne une décision qui soit juste, une décision qui ne va pas soulever des contestations, parce que nous avons compris qu'il y a une frange de la population qui déjà a condamné Moutamba en jetant les discrédits sur notre justice. Francis Tchibalabala Moukounai, vous êtes député national, vous avez suivi la procédure, toute la procédure dans l'affaire Constant Moutamba à travers les réquisitoires du procureur près la Cour de cassation Firmin Vondé. S'il faut analyser la personne, l'homme qui s'est présenté comme les redresseurs des torts de la justice congolaise, c'est lui qui promettait aujourd'hui la mort aux corrupteurs, supplie, là ils ont fait à Constant Moutamba. Aujourd'hui, ses partisans de prier pour lui pour qu'il échappe aujourd'hui à la prison. Mais quelle ironie d'histoire, Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui est accusé de détourner 19 millions de dollars destinés, bien évidemment, comme vous l'avez dit, à la construction de la prison à Kisangani, ces fonds provenant des Frivoiros, mais la somme destinée à indemniser ces victimes des 6 jours, cette somme a-t-elle été dépensée? D'autant plus que Moutamba lui-même dit qu'il n'a touché à aucun rang de l'État. De l'autre côté, s'il faut voir la justice de notre pays, moi personnellement je crois que la justice est une véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant des droits et libertés fondamentaux. Mais l'image que nous avons de notre justice dans notre pays, le président de la République a fustigé l'état de la justice, tout le monde en parle, une justice à double vitesse, à géométrie variable, comme vous l'avez dit, qui s'est fait au dos des justiciables. Pensez-vous aujourd'hui, Moutamba va être acquitté ou il sera incarcéré? Voilà. Personnellement, en tant qu'avocat, je ne saurais, avocat et député national, je ne saurais prédire ce que sera justement l'arrêt de la Cour, étant donné que je ne suis pas juge, étant donné que je n'ai pas pris part à ces procès, étant donné que je n'en connais vraiment pas les tenants et aboutissants, vous comprenez? Ici, en tant que leader d'opinion, il faudrait être républicain. Nous sommes républicains, nous devons laisser la justice faire son travail. Nous sommes dans ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. J'appartiens au pouvoir législatif et je ne peux pas, moi, émettre un avis qui concerne les pouvoirs judiciaires. Mais tout ce que je peux dire, c'est d'interpeller les juges à être réellement justes par rapport à ces procès, à ne pas nous donner un jugement inique qui risque de mettre le feu aux poudres. La situation est plus ou moins explosive. La moindre étincelle risque d'embraser les pays ou Kinshasa. Je pense que ce n'est pas intéressant. Si Moutamba est reconnu coupable, je pense qu'il ne va pas échapper à la condamnation. Mais s'il est aussi innocent, au vu des faisceaux des preuves, au vu de l'instruction du dossier, je pense qu'il sera acquitté. La toute dernière question, concernant toujours cette affaire Moutamba, en analysant la personne de Moutamba, lors de son procès, Constant Moutamba a fait preuve d'une arrogance déconcertante. Il a comparé devant la Cour de cassation en accusant le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, de mener une chasse aux sorciers contre lui, aux sorcières plutôt contre lui, en alléguant, bien évidemment,
une conspiration politique. Pourtant, les preuves aujourd'hui sont accablantes. Les transferts bancaires de 19 millions de dollars vers une société fantôme, l'absence d'autorisation gouvernementale et les défauts de vérification de l'exercice de l'entreprise, selon également les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation Firmin Fondé. Bien qu'il y ait des violations procédurales au cours de ces procès, mais s'il faut analyser la personne Constant Moutamba, l'homme était-il prudent ou il s'est laissé faire face aux gens qui cherchaient coûte que coûte sa tête, surtout que il a eu à donner l'impulsion pour redorer les blasons encore ternis de notre justice qui est malade. Votre analyse? Je pense que vous êtes en train de vouloir m'entraîner dans des considérations partisanes. Je ne voudrais pas ici émettre un point de vue. Je reste droit dans mes bottes par rapport à votre question. Je ne voudrais pas ici orienter dans un sens ou dans un autre la population par rapport à ces procès. Tout ce que je sais, ce n'est pas un procès kafkaïen. Ce n'est pas une parodie de procès, parce que les droits de la défense a été garantis, parce que les prévenus Moutamba étaient là, il a présenté ses moyens de défense, il a eu une ligne de défense que tous avions suivie, et je pense que nous devons laisser la justice faire son travail. Je ne peux pas non plus ici considérer qu'il est coupable dans la mesure où il est encore présumé. La présomption d'innocence, c'est un principe sacro-saint du droit pénal qui doit être observé chaque fois que nous émettons des jugements sur des individus. Malheureusement, au Congo, on a tendance à condamner les gens avant même qu'il y ait de procès. Il s'agit de son honneur, il s'agit de sa réputation, que je ne voudrais pas torpiller sur votre plateau, parce qu'il n'y a pas une décision qui les condamne du chef, justement, de l'accusation qui est mise à sa charge. Très bien. Un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment, c'est aussi les phénomènes Mobundo. Ces phénomènes qui dérangent l'inquiétude de la population du coin de la capitale de la République démocratique du Congo, notamment à Menkao. Ils ont eu même accédé vers Maluku. Vous êtes député national de la Tchangou. D'abord, comment interprétez-vous cette situation sécuritaire de ces gens appelés Mobundo, mais aussi ces phénomènes qui ne fait que refaire surface, qui a eu même des ramifications jusque dans les sièges des institutions de la ville-province de Kinshasa, les phénomènes Kuluna. Tous ces mots mis ensemble, comment voyez-vous ça, Francis Kibalabala Mukunaï? Je pense que l'État a ce qu'on appelle les monopoles de la violence. Dans une république, dans un état de droit, il peut pas y avoir de hors-la-loi. Il ne peut pas y avoir des gens qui soient au-dessus de loi de la RDC. Des gens qui se considèrent comme intouchables. Des gens qui auraient reçu carte blanche pour poser des actes infractionnels sans qu'ils en répondent. Ça n'existe pas dans une république. Les banditismes urbains, c'est vrai, il était en train d'être contenu, mais ces derniers jours, nous avons l'impression qu'il refait surface.
il refait surface de manière exponentielle. Et nous devons, en tant que gouvernement, prendre des mesures qui s'imposent, des mesures idoines pour réguler définitivement cette situation. La police, qui a la mission de sécuriser la population et ses biens, doit jouer le rôle qui est le sien, de sécuriser bel et bien la population et ses biens, les Congolais et leurs biens. Il y a eu des raisons qui avaient été avancées qui justifieraient justement cette faillance et cette défaillance, excusez-moi, mais nous ne devons pas éternellement commencer à pleurnicher. Nous sommes un gouvernement, il faut des mesures, des rétorsions à l'endroit de ces malfrats, de ces bandits qui sèment désolation dans la population. Je vous informe qu'il y a eu des mesures. Lorsque nous avions interpellé lors de la session passée le VPM de l'Intérieur, il avait évoqué les raisons dont, entre autres, les ressources humaines qui sont déficitaires. La ressource humaine de la police est déficitaire. Il fallait naturellement recruter. Et le recrutement a commencé. Je ne sais pas si vous avez l'information. Nous sommes un pays à dimension continentale. Nous avons une population qui oscille entre 100 millions et 120 millions des Congolais. L'effectif que nous avons de notre armée et de notre police est déficitaire. Il faut le reconnaître. D'où il faut recruter, d'où il faut comment on appelle ça? Il faut des recrues au niveau de FARDC, d'où il faut des recrues au niveau de la police pour qu'il y ait suffisamment de militaires et de policiers, mais aussi et surtout qu'ils soient dotés justement en arsenal pour leur permettre de bien faire leur travail. Les solutions sont en train d'être prises, mais nous voulons que ça soit de manière, que ça soit en grande enjambée, parce que la population ne peut pas continuer à subir justement ces affres-là de ces malfrats qui, comme je vous ai dit, sèment désolation, qui mutilent, qui blessent mortellement, qui tuent, qui ravissent le bien des citoyens. Et ça, je pense qu'il faut que l'on puisse régler cette situation définitivement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais nous voulons, comme je vous ai dit, que ça se fasse un peu plus rapidement pour que la population puisse vivre dans la quiétude la plus absolue, puisse vaquer librement à ses occupations. Nous avons assez compté des morts, comme je vous ai dit, s'agissant du conflit ou de l'agression dont nous sommes victimes. Le décompte macabre, il est énorme. Le bilan humain, il est éloquent. Il faudrait naturellement que nous puissions mettre un terme à ces décomptes macabres. Il ne faudrait pas, même dans des zones qui ne sont pas sous occupation des armées ou de l'armée étrangère, que la population puisse vivre les mêmes atrocités comme si nous étions dans des territoires occupés. Donc, en tant que députés, nous allons continuer à faire notre travail. Nous allons scier les corps du VPM de l'Intérieur pour qu'il puisse rapidement mettre à exécution toutes les promesses qu'il nous avait faites lors de son passage à l'Assemblée nationale. Parlons toujours du phénomène Mobondo, qui a comme conséquence aujourd'hui une rivalité ethnique entre différentes communautés qui peuvent aujourd'hui être instrumentalisées par les acteurs politiques de ces coins de la République démocratique du Congo
pour gagner en légitimité ou en soutien. Parce qu'il y a eu même des rapports allant dans ce sens. Faudrait-il admettre que cette dynamique a mis en évidence la fragilité du système politique congolais, exposant ici les vulnérabilités qui perméabilisent l'élite ethnique et les conflits armés, d'autant plus que chaque affrontement ne fait que révéler les profondes fissures d'une société en quête désespérée aujourd'hui des paix, voire même pendant que les civils deviennent les conséquences, comme vous l'avez dit, collatérales sur ces champs de batailles politiques. Faudra-t-il admettre que les réponses internationales face à la crise en République démocratique du Congo vont son pesant d'or? Non, mais nous sommes déjà dans plusieurs processus. Je crois que sur le plan interne, nous avons la mission de sécuriser la population et ses biens. Je parle de nos gouvernements, de protéger, de veiller à l'intégrité territoriale de notre pays, à la souveraineté interne comme externe de notre pays. Et je pense que ça fait partie de pouvoir régalien du gouvernement, du chef de l'État. Et le chef de l'État n'est pas en train de dormir sur ses lauriers. Il est en train de travailler pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Je vous ai dit ici qu'il a opté pour plusieurs options, l'option diplomatique, l'option militaire et politique. Je pense que le plus important ici, c'est de permettre à nos populations de vivre dans la paix, dans la quiétude, de sonner les glas de massacres, des atrocités qui défient l'imagination et qui heurtent quasiment la conscience de tout un peuple. Donc, s'agissant du phénomène Mobondo, c'est vrai, en apparence, c'est un conflit ethnique, c'est un conflit tribal qui est à l'origine. Mais vous savez, lorsqu'on veut résoudre un problème, il faut le résoudre à la racine pour que ces problèmes ne puissent plus refaire surface. Vous comprenez? Et je pense que le gouvernement a pris la mesure de la situation. Il y a eu plusieurs rencontres entre le gouvernement à travers les VPAM de l'intérieur et les chefs coutumiers des deux camps, des Yaka et les Teke, vous comprenez? Et je pense que c'est dans cette dynamique de la recherche de la paix que cela est fait. Mais au-delà de ça, il y a aussi nos forces armées qui se déploient sur le terrain pour restaurer l'autorité de l'État, pour que la paix soit imposée par force, justement dans des zones qui sont en proie à ces genres de violence. Donc l'État est en train de jouer pleinement son rôle pour que la paix revienne définitivement. Et on n'a pas forcément besoin d'un concours extérieur. Mais si le besoin s'est fait sentir, parce que, comme on dit, Nde Balobara, tout se même un arôme, si une aide extérieure serait capitale pour que nous puissions restaurer l'autorité de l'État dans tout le coin et recoin de la RDC, je pense qu'elle sera la bienvenue. Vous êtes député national. D'ici là, il y aura rentrée parlementaire. Vous étiez d'ailleurs en vacances parlementaires. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez amené dans votre gibecière en ce qui concerne cette rentrée? Nous sommes toujours en vacances parce que la rentrée n'est pas encore effective. D'ici les 15. Ça sera le 15 septembre, ouais. Bien sûr. Le compte à rebours a déjà commencé. Je pense que ce que nous avons constaté dans nos circonscriptions électorales, je ne parle pas de toutes les circonscriptions, mais chez moi, par exemple, à Tchangou, nous avons assisté à des démolitions des habitations des citoyens. Il y a des démolitions de constructions anarchiques. Il y a aussi des victimes des démolitions de leurs habitations. Les habitations qu'ils ont obtenues en bonne et due forme. Les habitations qui ne sont pas, ou des constructions qui ne sont pas anarchiques, mais parce que l'État
étaient en train de construire une route, ces gens ont vu leurs parcelles être démolies sans indemnisation, alors que les droits de la propriété, c'est un droit constitutionnellement garanti. Nous sommes une république. Lorsque vous démolissez ou vous expropriez les citoyens pour cause d'utilité publique, il faut que l'indemnisation suive. D'ailleurs, avant la démolition, il faut l'indemnisation. Je suis en train de voir là où la rocade est passée, qu'on est en train d'indemniser les citoyens. Je pense que c'est l'indemnisation qui précède toujours. Parce qu'avant que vous puissiez délocaliser quelqu'un, il doit avoir le moyen pour aller se trouver une parcelle ailleurs. Vous commencez par démolir et vous venez indemniser après. Je pense qu'il faut corriger quand même, il faut rectifier les tirs. Mais il y a des gens qui sont, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ne sont pas indemnisés. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes une république. C'est vrai, l'État a le monopole de la violence, mais cette violence s'est faite conformément aux lois de la RDC. Vous comprenez? Donc, ceux qui ont été expropriés parce qu'il y a la route Matankumu, parce qu'il y a la route Yanfou qui est en train d'être construite, parce qu'il y a la route Mokali qui sera réhabilitée, parce que si ils sont dans les limites de leur parcelle, s'ils n'ont pas volé de quelques centimètres l'emprise de la route, je pense que lorsque l'État décide de les exproprier ou de démolir, ils doivent bénéficier de l'indemnisation. Les indemnisations, c'est ça le droit, c'est ça une république. Et je pense qu'il faudrait corriger cela. Et lors de la rentrée parlementaire prochaine, je vais adresser une question orale avec débat aux ministres respectifs, naturellement, parce qu'il n'y a pas que l'intérieur, il y a aussi plusieurs ministères qui seront interpellés à travers notre plume pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ces gens-là se retrouvent dans cette situation-là, abandonnés à leur triste sort. Nous sommes arrivés à la fin. Francis Chibolabala Moukunaï, vous avez évoqué quelques problématiques liées à votre circonscription électorale, notamment la démolition des constructions anarchiques. Il y a même la route Mobutu. Oui. On a démoli les habitations sans autre forme de procès, sans sommation, sans avoir donné du temps à ces gens de se préparer pour aller se trouver des logis quelque part. Vous comprenez? Ce sont des choses, même si l'État veut naturellement améliorer la circulation pour qu'elle devienne fluide, mais ça doit se faire selon les règles, selon les lois de la RDC. Vous démolissez, pensez à indemniser ces paisibles citoyens qui, naturellement, ont acheté ou acquis ces parcelles au prix de beaucoup d'années de travail. Sacrifice. Beaucoup de sacrifices. Vous comprenez? Donc, il faut quand même, au cas par cas, essayer d'examiner les cas des uns des autres. J'ai dit, il y a certains qui ont volé, qui ont volé quelques mètres de l'emprise de route. Pour ceux-là, je pense qu'ils ne méritent pas une certaine compassion de la part de l'État, mais ceux qui sont dans les limites de leur parcelle, ceux qui ont acheté un bon uniforme, qui ont des titres, doivent quand même être indemnisés. Il y a également à Raï, en tout cas Massina, est les théâtres de démolition. Je pense que 80% des habitations qui sont démolies, c'est à Massina. Il y a ceux qui sont le long de la voie du chemin de fer aussi. Ils ont vu leurs habitations être démolies. C'est vrai, il y a l'emprise de chemin de fer. Il y a 2 mètres qui doivent être respectés. Mais si il y en a qui sont dans les limites justement exigées par la loi et qui voient leurs habitations être démolies, ils doivent naturellement bénéficier de l'indemnisation parce que l'État veut mettre en service cette voie ferrée et il faut absolument qu'ils soient indemnisés. En tout cas, l'hôtel de ville est donc interpellé, d'autant plus que toute chose de nature à perturber l'ordre établi ou l'ordre public et à offrir les lits, cela ne dit rien de bon quant à la bonne marche du pays. Surtout qu'il y a eu des gens, comme l'a dit l'honorable Francis Chibalabala,
qui ont eu à, avec tant de sacrifices, acheter leurs parcelles, mais aujourd'hui démolies d'une manière injuste. En tout cas, ça n'augure rien de bon. Francis Tibalabala Moukounai, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot pour clôturer. Voilà, je demanderai à la population de ne pas prêter oreille à ces pécheurs en eau trouble, à ces prophètes des malheurs qui veulent que les pires arrivent. Nous sommes engagés dans deux processus. Dans le processus qui est mené par les Américains, qui a débouché sur la signature de l'accord de paix entre nous et le Rwanda, et un autre processus de Doha qui avait accouché d'un accord de principe qui avait été signé par le parti, et nous attendons l'accord définitif, vous comprenez. Et comme on dit, les diables s'élogent dans le détail. C'est dans cet accord que nous saurons qu'est-ce qui est repris là-bas, mais que la population soit rassurée que tous ces accords seront signés aux conditions du gouvernement congolais, aux conditions des Congolais. Nous n'allons pas hypothéquer nos minerais, nous n'allons pas céder une portion de nos territoires. Vous avez constaté que le principe de la souveraineté avait été réaffirmé dans tous les accords, que ce soit l'accord de paix entre nous et le Rwanda, et l'accord de principe signé entre nous et les bras séculiers du Rwanda, qui est la FC123. Vous comprenez? Il y a la souveraineté, il y a le principe de la restauration de l'autorité de l'État qui sont aussi mis en exergue. Et nous pensons que tout ça, c'est parce que nous avons un gouvernement qui est regardant par rapport aux revendications maximalistes venant des autres partis qui voudraient naturellement contrôler une portion de notre territoire, qui voulaient continuer à faire main basse sur nos minerais. Et je pense que dans les jours qui viennent, cet accord sera signé, un accord définitif, et ça va, davantage de ces accords, et ils vont mettre un coup d'arrêt au massacre de nos populations, aux tueries. Donc ça va sonner les glaces justement des tueries, de massacre de nos populations, et la population va enfin vaquer librement à ses occupations parce que la paix définitive sera au rendez-vous. Et je pense que nous devons tous nous aligner derrière la vision du président de la République. Nous devons faire bloc autour du chef de l'État, parler d'une seule voix s'agissant de l'agression dont nous sommes victimes. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous allons définitivement mettre un terme, où nous allons tirer un trait définitivement à cette situation qui a longtemps duré, donc qui a fait pratiquement plus de 12 millions de morts, et c'est énorme. On ne doit pas continuellement compter de morts dans ces pays. Très bien. En tout cas, c'est la fin de votre magazine de prédilection. Qui a réussi pour vous Francis Tibalabala Moukounai, député national élu pour la circonscription électorale de la Tchango pour les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, député provincial, mais comme vous le savez, il a eu à céder son fauteuil à l'honorable Guigui Moulenda. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Très bien. Au nom de l'équipe technique, composée de Doudou Montiri, Hamilton Jacobi, mais également Bruno Nzinga, Christian Banjolo, Alain Kabongo, mais également l'équipe rédactionnelle du canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous le jeudi prochain, mais d'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.